Marine Le Pen, la présidente du Front National, députée du Pas-de-Calais, est l'invitée de cette première heure de BFM Politique. Bienvenue à vous. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Je voudrais qu'on prenne ensemble la direction de l'Espagne, de Barcelone, et qu'on regarde ces images très impressionnantes depuis tout à l'heure de cette manifestation qui est en train de se dérouler, qui remplit les rues de Barcelone. Alors aujourd'hui, ce sont les partisans d'un maintien dans l'Espagne qui défilent et qui nous montrent, qui affichent ces drapeaux espagnols. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces images? Qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Est-ce que cette volonté d'indépendance de la Catalogne, vous y voyez une des manifestations de la naissance peut-être d'une nation, vous qui appelez à la mise en place d'une Europe des nations, ou est-ce qu'au contraire c'est un péril pour une nation qui est déjà en place, un péril pour l'Espagne et dans une certaine mesure pour l'Europe également? La situation m'inquiète. La situation m'inquiète parce que si elle ne trouve pas d'issue, il est évident qu'on peut avoir là les ferments d'une forme de guerre civile, ce qui serait évidemment épouvantable, et évidemment pour l'Espagne et pour l'Union européenne. Moi, ma position est très claire. Le référendum organisé par la Catalogne est un référendum illégal, qui n'a d'ailleurs déplacé que 40% des votants, puisque l'autre partie le considérait précisément comme illégal. Bon. Il n'est pas envisageable de ne pas trouver, je crois, entre l'Espagne et en l'occurrence la Catalogne, les moyens de l'apaisement, parce que c'est cela que souhaite tout le monde. Ce serait de nouvelles élections, par exemple, officielles, Les celles-là? nouvelles élections, je crois, ont d'ores et déjà été annoncées. Le 21 décembre. Ça me paraît évidemment quelque chose de raisonnable de la part du gouvernement espagnol. Voilà, la discussion vaut toujours mieux que, encore une fois, cette sorte de guerre larvée que l'on voit s'instituer et qui est dangereuse. Je pense aussi que l'Union européenne a été un peu hypocrite dans cette affaire, parce qu'en réalité, depuis des années, elle pousse à ce genre de revendications séparatistes, en sous-main, ou moins en sous-main d'ailleurs, et qu'aujourd'hui, elle joue les vierges effarouchées. De quelle manière, concrètement? Notamment en créant les conditions pour avoir des relations directes avec les régions des pays d'Europe. Ce que moi, je conteste formellement. C'est la raison pour laquelle je pense d'ailleurs qu'il faut arrêter que les FEDER, AR passent par... les fonds européens de l'OTAN. Passent par l'Union européenne. Il n'y a aucune raison pour que l'Union européenne finance ou entretienne des relations avec les régions de nos pays. L'Union européenne peut avoir une relation avec les nations. Elle ne peut en aucun cas avoir, je crois, de relation avec les régions. Et donc, je demande à ce qu'on mette fin à ce processus. Jusqu'où on peut entendre des revendications, peut-être pas d'indépendance, mais d'autonomie d'une région dont la culture, l'histoire, la langue sont particulièrement marquées, sans défaire l'État-nation? On peut les entendre, par exemple, pour l'outre-mer, parlons-en. On peut les entendre lorsque le territoire est particulier du fait de son insularité, notamment. Ça vaut pour la Corse aussi, par exemple? C'est le cas. Ça peut être, dans un certain nombre de domaines, le cas. Il peut y avoir des aménagements, il peut y avoir des aménagements fiscaux, il peut y avoir des aménagements en termes de gouvernance, mais on le voit avec la Polynésie, d'ailleurs, et ça ne pose absolument aucune difficulté. On le voit avec la Nouvelle-Calédonie, mais en aucun cas ceux qui, au passage, réclament cette forme de liberté, d'adaptabilité à la région dans laquelle ils sont, à la nécessaire, fluidité des relations avec leur environnement économique. Ceux qui réclament cela sont souvent ceux qui, en revanche, disent clairement: nous sommes la France. Nous appartenons, nous autres, à la nation française, et nous n'entendons pas du tout avoir un développement indépendant de la nation française. Vous seriez à la tête du pays aujourd'hui, vous diriez comme Emmanuel Macron: je soutiens Mariano Rajoy d'une part, et d'autre part, c'est une affaire intérieure espagnole dans laquelle nous n'avons pas vocation à nous mêler? Ou est-ce que les chefs d'État et de gouvernement européens ont un rôle à jouer, selon vous, pour contribuer à apaiser la situation? Non, je pense que ce sont les affaires intérieures espagnoles. Ça me paraît être une évidence, mais ceci n'empêche pas de pouvoir intervenir lorsqu'un voisin est en quelque sorte en difficulté pour essayer de trouver les chemins de la paix et les chemins de la
conciliation entre les deux positions. Après tout, il y a le Pays basque espagnol qui a aussi une autonomie, entre guillemets, renforcée. Ça pourrait être parfaitement envisageable, mais il n'y a qu'entre eux qu'ils peuvent trouver, bien entendu, les solutions. Alors sur l'Europe, vous avez tiré une leçon de votre défaite à l'élection présidentielle. Vous dites désormais les Français ne veulent pas d'une sortie brutale de l'euro. Mais dans le même temps, vous continuez à dire cette monnaie, vous considérez qu'elle est néfaste. Elle est néfaste pour la France et pour l'économie française. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction, de paradoxe dans cette position, puisque vous dites en substance, l'euro est néfaste, mais on le garde? Non, je n'ai pas dit on le garde. J'ai dit que nous allons. J'ai dit que les Français ont dit non à une sortie considérée, perçue comme brutale de l'Union européenne. Donc nous leur disons, nous vous proposons un calendrier extrêmement clair. Dans ce calendrier, la première des choses que nous ferons, c'est retrouver notre souveraineté territoriale, c'est-à-dire mettre fin à Schengen. Je ne veux pas qu'on m'impose des migrants, je ne veux pas qu'on décide pour moi ou pour le peuple français qui entre sur le territoire français, qui s'y maintient, selon quelles conditions, qui nous avons le droit ou non de renvoyer chez lui. La deuxième chose, ce sont les frontières économiques, et notamment cette concurrence déloyale que subissent des pan entier de notre économie. On va parler, j'imagine, de la directive détachement des travailleurs. Alors parlons-en justement. Alors, bon, et on termine, on termine le processus, on va récupérer comme ça toute une série de souverainetés, les unes après les autres, avec un processus de discussion avec des pays qui sont aujourd'hui de plus en plus enclins à nous entendre. Pardon, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, et peut-être même l'Italie qui va avoir des élections prochainement, et nous terminerons par la souveraineté monétaire. Donc dans mon esprit, les choses sont extrêmement claires. Un pays est ou n'est pas souverain, mais je pense qu'il faut retrouver ces souverainetés les unes après les autres. Donc la sortie de l'euro reste programmée ? C'est ça que vous nous dites? Le retour à une souveraineté monétaire reste programmé, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas au fond plus de clarté dans ce que propose Florian Philippot? Est-ce que ce n'est pas au fond la raison pour laquelle il vous a quitté? Parce que lui dit l'appartenance à l'Union européenne, l'appartenance à l'euro sont incompatibles avec la souveraineté française, donc on fait le Brexit et on le fait maintenant. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec le constat qu'il dresse sans aller jusqu'au bout du raisonnement? Pardon, ce sont deux choix, mais il y a eu une élection présidentielle. Les Français nous ont dit quelque chose. Alors soit on peut dire que les Français, ce qu'ils disent, ça ne nous intéresse pas, mais c'est assez étonnant. Ce serait étonnant de la part d'un mouvement politique qui précisément considère que le peuple est l'alpha et l'oméga de la politique que l'on doit mener et que en toutes circonstances, il faut être capable de l'entendre. Bon, soit on l'entend et on adapte encore une fois le retour à ses souverainetés, parce que ça, c'est pas négociable, la souveraineté de la France. La liberté des Français à décider pour eux-mêmes, ça n'est pas négociable. Mais en revanche, on voit bien que le processus pour retrouver ces souverainetés peut tout de même s'étaler sur 5 ans. Ça paraît raisonnable, sans encore une fois atténuer un tant soit peu notre volonté de rendre la France aux Français. Cette directive sur les travailleurs détachés, il y a eu un accord qui a été obtenu il y a quelques jours, qui marque un certain nombre de progrès. Ils sont très largement insuffisants à vos yeux, mais est-ce que ce n'est pas, au fond, la seule façon de faire en Europe? On est 28, bientôt 27 autour de la table, et il faut avancer par une série de compromis. Non, mais là, il n'y a même pas de compromis, il n'y a pas d'avancée, il n'y a rien du tout. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Il y a quand même un certain nombre de choses, de délais. Mais il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Mais il n'y a rien, parce qu'on voit bien que les délais qui ont été négociés n'ont absolument aucun sens. La directive détachement des travailleurs permet en réalité une rotation des travailleurs qui reste en moyenne entre 4 et 6 mois sur le territoire. Donc la durée d'un an, il n'y a pas de sens. Alors la durée d'un an n'a pas de sens, surtout qu'en plus, elle n'est pas d'un an, elle est de 18 mois. Bon, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour essayer de faire croire aux Français que l'Union européenne est capable de se réformer. Manifestement, elle est incapable de se réformer. On voit bien que le principe consistant à continuer à payer les charges selon
les normes du pays d'origine dans le pays d'origine continuera. Et je vais même vous dire, ça va peut-être être même pire dans l'avenir. Parce qu'ils sont en train de réfléchir à une directive détachement des services. C'est-à-dire que demain, ce seront les services, ce seront les indépendants qui pourront ainsi payer leurs charges dans le pays d'origine et venir concurrencer les indépendants français. C'est donc véritablement un principe fondamental qui est celui d'une concurrence profondément déloyale qui nuit bien entendu considérablement à notre pays et auquel nos gouvernants sont incapables de dire non. Et permettez-moi, mais je pense aussi aux routiers, car vous savez que les routiers ont été exclus en réalité de cette évolution, même si elle est minime. Donc, pour les routiers, la situation va être dramatique. D'autant qu'il semblerait que dans les couloirs, on évoque le retour de l'écotaxe. Et oui, le grand retour de l'écotaxe, ce qui serait pour les routiers le dernier clou dans le cercueil. Depuis jeudi, il y a officiellement, Marine Le Pen, 3 candidats à la présidence du parti Les Républicains. Le grand favori s'appelle Laurent Wauquiez. Il mène campagne tambour battant, et on se dit, en écoutant parfois ses discours, qu'ils doivent vous rappeler peut-être quelque chose. Regardez. Oui. La droite de retour, c'est celle qui donnera sa voix à la majorité silencieuse de la France. J'ai été à la table de ce débat. L'expression de la colère de cette majorité silencieuse. Ça n'est pas à la France de s'adapter à l'étranger, c'est à l'étranger de s'adapter à la France. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France, pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. S'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Qu'on ne laisse plus les fichiers S dans la nature. Les étrangers fichiers S seront reconduits à la frontière. Pas une Europe passoire. La passoire, quel espace Schengen. La France, c'est tout à la fois les racines chrétiennes. Ces racines gréco-romaines, chrétiennes. Qui copie qui, Marine Le Pen, et qui marche sur les traces de qui? Vous avez la réponse vous-même. Enfin, je crois que les choses sont claires. C'est un bel hommage, d'ailleurs, que M. Wauquiez nous rend, pas seulement... C'est peut-être plutôt une tentative d'aller chercher vos électeurs que de vous rendre hommage, non? Oui, mais ça nous rend hommage. Puisque quelque part, il vient dire, malgré le fait que je vous ai combattu pendant des années et des années, c'est vous qui aviez raison. Voilà ce qu'il dit au Front National, à moi et à l'ensemble de ceux qui, avec moi, se battent encore une fois depuis des années. Bon, non, je considère que c'est un hommage. Maintenant, la vraie question, c'est la part de sincérité dans le discours de M. Wauquiez. Et là, permettez-moi d'avoir quand même un certain nombre... C'est une tactique électorale, il ne dit pas ce qu'il pense ou Non, c'est une tactique électorale utilisée par tous les dirigeants des Républicains depuis des années, à savoir... on montre les muscles quand on est en campagne, et puis du jour où on est élu, eh bien, on abandonne tout cela. Et entre nous, il y a un sujet dont il ne parle pas d'ailleurs, c'est l'Union européenne. Qu'en pense-t-il ? En l'occurrence de cette Union européenne, dont il a été un très grand défenseur pendant longtemps. Je ne l'ai pas entendu venir dire « je me suis trompé ». Cette Union européenne, aujourd'hui, elle nous impose d'ouvrir nos frontières à une immigration massive et désordonnée. Elle nous empêche de nous défendre face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Elle va à l'encontre de la défense de notre identité. Je ne l'ai pas entendu dire cela, et pour cause. Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, pour vous, ça n'est pas une menace ? Non, mais enfin, je ne conçois pas que ça comme une menace. Si j'avais réussi sincèrement à convaincre M. Wauquiez que nous avions raison, j'en serais heureuse. Mais encore une fois, j'émets des doutes sérieux sur sa sincérité. Et à l'inverse, est-ce que c'est un allié potentiel pour le coup, puisque vous dites la même chose? Pour une raison simple, c'est le choix de son bras droit. Encore, il choisit comme bras droit le bras droit de M. Juppé. Virginie Calmels, en l'occurrence. Non, mais d'accord, mais expliquez-moi quelle est la logique de cela. On voit bien qu'il n'y a pas de logique. Donc, je crains, hélas, que tout cela soit une nouvelle fois un processus mais vous ne pourriez pas vous entendre dont les Républicains, en quelque sorte, sont devenus des experts. Mais vous qui
plaider pour des alliances avec le Front National. Laurent Wauquiez, quand vous entendez ça, vous ne vous dites pas c'est quelqu'un avec qui je pourrais m'entendre? Mais M. Wauquiez a répondu très clairement. Il a dit dans une interview, nous avons échoué, nous, la droite, parce que nous nous sommes soumis au diktat de la gauche. Et dans le même interview, il dit, moi, je ne peux pas parler avec le Front National parce que la gauche va me traiter d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il admet lui-même qu'il est déjà, en quelque sorte, soumis à ce que la gauche va dire de lui. Donc, je pense qu'il est assez difficile d'enregistrer des avancées ou d'espérer pouvoir discuter avec M. Wauquiez. Moi, je veux bien discuter avec tout le monde, mais je crains, hélas, que ce soit assez compliqué avec M. Wauquiez. Très bien. Bonjour Myriam Ankawa. Bonjour Thierry, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Je voudrais avec vous cerner un peu les contours de la refondation que vous promettez dans votre parti, mais avant cela une question d'actualité. Le président revient de Guyane et il a eu cette formule choc, je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyanais ne sont pas des enfants. C'est du mépris selon vous ou au fond, effectivement, il faut dire la vérité à tous les Français? Non, mais c'est l'expression d'un mépris profond de la part d'Emmanuel Macron, mais surtout une méconnaissance totale de l'outre-mer. Enfin, il l'a démontré à de multiples reprises qu'il n'y comprenait rien, que ça ne l'intéressait pas, que les choses soient très claires. Il arrive en traitant précisément les Guyanais d'enfants, en fait, en disant « je ne suis pas le Père Noël », comme si l'action que les Guyanais attendent de l'État était une forme de cadeau de Noël. Pas tout payer et que les poches de mais ça n'est pas ce que réclament les Guyanais. Les Guyanais réclament, et ils ont raison, ils réclament la sécurité, et ils réclament d'être préservés de l'immigration massive qu'ils subissent. Il est là le problème. Or, aucun gouvernement n'accepte de leur répondre sur ces sujets-là. Il faut évidemment, immédiatement, comme partout ailleurs en France d'ailleurs, comme dans d'autres territoires d'outre-mer, à Mayotte où c'est une véritable catastrophe notamment, mais aussi, il faut le dire, à La Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique, où ça s'aggrave, il faut arrêter l'immigration clandestine. Il faut arrêter le droit du sol. Il faut arrêter tout ce qui fait venir l'immigration clandestine et qui pèse d'un poids que vous ne pouvez même pas imaginer sur la population, qui est, entre autres, cette immigration massive à l'origine du développement d'une insécurité de plus en plus insupportable à vivre. Or, sur ces sujets-là, il n'y a pas un mot. M. Macron préfère aller dans des quartiers... Il y a quand même 1 milliard d'euros qui sont sur la table de Marine Le Pen. M. Macron préfère aller dans des quartiers où pullule le trafic de drogue en rigolant parce qu'ils sentent des odeurs de cannabis. Ça le fait rire. Eh bien, je peux vous dire que les Guyanais, ça ne les fait pas rire et qu'ils attendaient de la fermeté, un plan sur cette de développement pour l'outre-mer et il n'y a rien. Ce moment-là qu'on a vu effectivement le président avec des jeunes, c'est quoi? C'est une faute qu'il a commise? Enfin, est-ce que vous imaginez que le trafic de drogue est un des problèmes majeurs de la Guyane et lui, ça le fait rire? Ça le fait rire qu'on puisse fumer du cannabis. C'est tellement drôle dans des quartiers qui sont des quartiers extrêmement criminogènes. Eh bien, moi, je peux vous dire que, encore une fois, ça n'est pas un sujet dont on peut rire. Et que surtout, il a comme quand même chef dit de que c'était pas comme ça à ces jeunes qu'il réussirait à l'école. Et il n'a pas cautionné ces comportements. Manquerait plus que ça, tiens. Alors, on va parler de votre parti. Donc, on attendait quelque chose de très précis, de très clair pour lutter contre l'immigration clandestine et contre l'insécurité. Il n'y a rien, comme il n'y a en fait jamais rien avec Emmanuel Macron d'autre que de la communication de moins en moins bonne qualité, il faut le dire. On va parler du Front National. Vous promettez une refondation du sol au plafond, ce sont vos mots. Et en même temps, quand on regarde un récent sondage de l'IFOP, de nos confrères du Journal du Dimanche, on se rend compte bien, que votre électorat, votre socle électoral, est toujours là. On a demandé aux Français, 6 mois après l'élection présidentielle, pour qui ils voteraient ou revoteraient, et vous êtes à 21,5% d'intention de vote, donc un peu plus qu'au premier tour. Quand on voit ces résultats, on se dit au fond, est-ce qu'elle sert à quelque chose, cette refondation? Il n'y a pas un risque à prendre, à tout changer au FN? Non, je ne crois pas du tout qu'il y ait de risque, bien au contraire. Encore une fois, nous voulons faire 50%. Et pour faire 50%, il faut que nous soyons capables de nous remettre en question, parce que je crois que c'est une preuve d'intelligence et accessoirement une preuve d'humilité. Sur la remise en question, elle est sur le fond? Est-ce qu'elle est sur le programme ou est-ce qu'elle est sur le fonctionnement du parti? On veut savoir ce qui va changer. Je vais vous dire, c'est sur tout. On va tout remettre sur la table. Alors, qu'est-ce moi, qui sera en 2011, nouveau par rapport à je suis arrivé à la tête du Front National. Je crois avoir
impulsé beaucoup de changements au sein du mouvement. Mais le travail n'est pas terminé. Alors, et moi, je veux le faire avec les adhérents du Front National. Donc vous allez envoyer un questionnaire dans 15 jours. Quand on regarde ce questionnaire, alors on ne l'a pas encore dans le détail, mais vous avez il y a pas pu le regarder, certain nombre... Non, mais on nous donne des informations, des éléments, on pose des questions. Vous savez ce qu'il reste à faire pour l'avoir? Il faut adhérer au Front National. Et vous allez comme ça le recevoir. D'ailleurs, vous l'envoyez à combien d'adhérents? Il y a combien d'adhérents voter. Combien d'adhérents 100 au Front 000 National aujourd'hui parce que... Moi, je ne peux pas vous dire. Je crois qu'il y a 80 000 adhérents, quelque chose comme ça. Mais vous auriez dû me poser la question avant l'émission. Je serais venu avec mes chiffres. Parce que votre ancien ami Florian Philippot dit 40 000. Oui, mais écoutez, Florian Philippot qui s'occupe donc de sa structure et du nombre de ses adhérents. Sûr que c'est plus facile probablement à compter que les nôtres. Mais il y aurait notamment vous m'auriez dit, je serais venu. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est très important, c'est que cette refondation, elle est entre les mains des adhérents du Front National. Oui, c'est la démocratie participative d'autres partis. Est-ce qu'on fait des alliances ou pas? Avec qui? Alors, justement, on va prendre les problèmes dans l'ordre. Sur les sujets de fond, sur tous les sujets d'ailleurs, les sujets de société, l'économie, l'Union européenne, ils vont pouvoir s'exprimer. Sur le fonctionnement du Front National, est-ce que le fonctionnement doit pas être plus horizontal? La position du FN. Il y a une question, d'après mes informations, sur l'accord de Paris sur le climat. Si les adhérents du Front National disent on sort de l'accord de Paris, est-ce que la position du FN va changer? Non, mais ce questionnaire est un questionnaire où l'on consulte indicatif. Oui, bien sûr, c'est une consultation, puisqu'après, il y a des élections. Donc après, la vraie question, c'est est-ce que je porte en quelque sorte la ligne politique qui est la mienne, en entendant aussi ce que les adhérents ont pu dire. Donc elle peut changer cette ligne politique? Mais j'entendrai, moi, je verrai. Si c'est en contradiction totale avec ce que je peux penser, je défendrai toujours évidemment ce que je pense. À charge pour les adhérents de choisir, encore une fois. On parle d'une ligne politique. Prenons un exemple concret, Marine Le Pen, celui du nom du parti. C'est l'une des questions que vous posez, puisque vous demandez non seulement si on doit maintenir ou changer, dans l'hypothèse où on change, vous demandez à vos adhérents de suggérer un nouveau nom pour le parti. Si la réponse est extrêmement tranchée, si par exemple 80% de vos adhérents vous disent on veut un nouveau nom, la conclusion à en tirer est relativement évidente. Mais si par exemple c'est 50-50, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez utiliser cette information? On change ou on ne change pas? Eh bien, ils voteront. Ils voteront au Congrès. Il y aura un vote. Est-ce qu'on change? Si vraiment on sent qu'il y a manifestement une réticence, eh bien, on effectuera un vote pour savoir si les adhérents sont d'accord pour changer vous, Marine ou pas Le Pen, le sur nom ce du sujet, mouvement. vous êtes aujourd'hui très favorable clairement, à un il n'est pas changement question, encore une fois, d'imposer aux adhérents quelque chose qu'ils n'auraient pas choisi. Le temps est venu, selon Oui, vous? je pense. Je pense que le temps est venu, oui. Sur la ligne politique, on se pose la question des courants. Est-ce qu'il est envisageable, puisque vous parlez de plus de consultation, plus d'horizontalité, de faire émerger des sensibilités au sein du FN qui existeraient dans les congrès et qui changeraient un petit peu aussi la manière de fonctionner du FN, qui est d'ordinaire plus pyramidal? Est-ce que ça pourrait exister au Front National? Non, moi je suis très opposé au courant. Voilà, vous le dis, je l'ai dit à tous ceux qui ont exprimé cette idée. Je suis très opposé au courant. On voit d'ailleurs ce que ça a donné au Parti socialiste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne leur a pas réussi. Moi, je pense qu'il y a une ligne politique. Bien sûr, il y a des sensibilités. Il est évident que ceux d'entre nous qui viennent de la gauche ou qui viennent de la droite n'ont pas évidemment la même sensibilité. Ils ont le droit d'avoir des sensibilités différentes. Nous sommes un mouvement politique, pas une secte, encore une fois, mais il y a une ligne. Et cette ligne, c'est celle qui est portée par le président ou la présidente du Front National, c'est-à-dire celui ou celle que les adhérents du Front National ont choisi. Et quand ils ont choisi, eh bien, cette ligne doit être défendue. Où en êtes-vous des alliances? Vous parliez des alliances, on a l'impression que Nicolas Dupont-Aignan, votre grand allié d'entre-deux tours de la présidentielle, a pris un peu ses distances. Il a déjeuné avec Florian Philippot, il a eu quelques réserves à votre égard. En même temps, vous continuez à lui parler. Est-ce que c'est un allié, un futur allié du FN refondé? Non, mais Nicolas Dupont-Aignan est différent de moi. Son mouvement est différent du mien. Parce que si ce n'était pas le cas, nous serions déjà dans le même mouvement. Mais il reste un allié potentiel. Mais moi, je crois que c'est un allié potentiel. Parce qu'encore une fois, dans la vision qui est la mienne, il y a ceux qui défendent la nation et ceux
qui ont abandonné la défense de la nation. Nicolas Dupont-Aignan faisant partie de ceux qui défendent la nation, je pense qu'il y a moyen de discuter avec lui, peut-être dans le futur, effectivement, d'avoir des débats en fonction des élections qui vont venir. Qui d'autre, Marine Le Pen, au-delà de Nicolas Dupont-Aignan, aujourd'hui? Mais écoutez, nous verrons bien. Tous ceux qui peut-être vont s'apercevoir que l'Union européenne est un véritable jeu de massacre et qu'en réalité, elle n'est pas réformable comme il souhaitait le faire de l'intérieur. Vous pensez à quelqu'un en des particulier républicains ou à une formation? Non, mais je pense à une grande partie des républicains qui partagent avec nous de vivre reproches à l'égard de l'Union européenne sur la manière dont elle gère, ou plutôt dont elle ne gère pas, dont elle refuse de gérer l'immigration, sauf à l'accélérer. Et donc, ils pourraient être prêts demain à vouloir, effectivement, par exemple, au municipal. Retrouver une alliance peut-être au municipal. Avec Florian Philippot, c'est imaginable à un moment donné de votre parcours dans les mois qui viennent? C'est-à-dire que Florian Philippot, il ne représente que lui-même. Bon, pour l'instant. Donc, je crains d'ailleurs qu'il ne continue qu'à représenter lui-même. Nicolas Dupont-Aignan, il représente 5% des Français. C'est quelque chose qui est tout à fait, je crois, respectable et qui mérite d'être entendu. Toujours sur les alliances ou les rapprochements potentiels, est-ce qu'un rapprochement avec Sens commun, qui n'est pas un parti, mais qui est une association au sein des Républicains proches de la Manif pour tous, est envisageable? Son président avait tendu la main à Marion Maréchal Le Pen. Est-ce que vous pourriez dialoguer avec cette association? Non, mais moi, je peux dialoguer avec qui on veut. Est-ce que vous souhaitez vous en rapprocher? Non, mais moi, je peux dialoguer avec qui on veut. Enfin, moi, écoutez, quelqu'un qui arrive, qui n'est pas un parti politique, qui dit « je veux bien discuter avec Marion Maréchal Le Pen », qui a quitté la politique, mais pas avec les autres, et puis qui, se faisant taper sur les doigts, fait un communiqué en disant « ouh, mon Dieu, comme le Front National est méchant », excusez-moi, mais pour faire de la politique et pour défendre les Français, il faut avoir un tout petit peu les épaules solides. Sur la PMA, par exemple, puisque c'est manifestement, ces gens n'ont pas beaucoup d'épaules. Juste d'un mot, sur la PMA, vous êtes contre. Vous n'aviez pas défilé contre le mariage homosexuel. Est-ce que s'il y avait des manifestations, à nouveau, cette fois-ci sur la PMA, vous descendriez dans la rue? Non, je ne descendrai pas dans la rue parce que je pense que ça n'est pas ma place de descendre dans la rue sur ces sujets de société. En revanche, dans le questionnaire, il y a également toute une série de questions qui concernent ces sujets, même si vous connaissez très bien ma position qui, c'est vrai, est très ferme concernant la procréation médicalement assistée et surtout la gestation pour autrui. Merci Marine Le Pen, merci beaucoup Myriam. On se retrouve dans un instant. On poursuit BFM Politique en compagnie de Marine Le Pen et on sera rejoint par Emmanuel Le Chypre de BFM Business pour parler économie. À tout de suite. Marine Le Pen, la présidente du Front National, est l'invitée de cette première heure de BFM Politique. On a bien sûr toujours beaucoup de questions à lui poser, des questions économiques en l'occurrence, avec vous Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure, Macron, c'est rien que de la com. Alors, je voudrais avoir votre avis sur ces 6 mois de stratégie industrielle, parce qu'on a eu beaucoup de dossiers sur la table, STX, Alstom, GMS, et puis Whirlpool, qui a été un des hauts lieux de votre duel pour la campagne présidentielle, où finalement, il a plutôt pas mal réussi sur ce dossier-là. Vous en pensez quoi, globalement? Bon, je considère que la stratégie industrielle d'Emmanuel Macron est conforme à ses promesses. C'est la grande braderie. On largue tout, on abandonne tout. Je lui en avais déjà fait le reproche, et vous le savez bien, pendant la campagne présidentielle, et ça continue. STX est une véritable honte, et donc non seulement on ne met pas en place les conditions avec les moyens de l'État stratège. Pourquoi vous dites c'est une honte, STX ? C'est une honte parce qu'on aurait très bien pu conserver, encore une fois, cette industrie dans le giron français, et qu'en fait, on l'a largué. Et on l'a largué pour une somme en plus qui est dérisoire, parce que les 1%, c'était 18 millions, je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc c'était vraiment, par rapport à tout ce qui est engagé, dérisoire. Donc c'est un choix, je veux dire, c'est le choix d'Emmanuel Macron. C'est ce que j'appelle la France instable. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est détruire toutes les fondations qui ont fait notre nation et qui sont des fondations qui ont marqué la solidité de notre nation. L'industrie en fait partie. Il fait partie de ceux qui pensent qu'on peut créer un monde sans usine, un monde de start-upers. Moi, je ne crois pas. Whirlpool, c'est pas le cas, par exemple. Moi, je ne crois pas à cela. Oui, mais Whirlpool, permettez-moi de vous dire que, d'abord, je voudrais
attendre un peu pour voir si tout ça va se maintenir, parce que j'ai entendu aussi beaucoup de promesses par le passé. Par exemple, vous savez, l'aéroport de Toulouse, dont on s'est rendu compte qu'on nous avait caché des pactes secrets d'actionnaires. Donc, je n'ai plus aucune confiance en eux. Je vous le dis franchement, plus aucune confiance, ni pour régler les problèmes de sécurité dans notre pays, surtout quand je vois la loi sécurité intérieure dérisoire qu'ils ont fait passer, ni pour ramener la prospérité, ni pour protéger notre pays de la concurrence internationale déloyale. Je pense qu'il est dans une philosophie qui est une philosophie du déracinement. Voilà, il faut que tout le monde soit ultra mobile, ultra flexible, que l'on change de travail sur un claquement de doigts pour aller, je ne sais quel autre bout de la France, ou de l'Europe d'ailleurs, car en réalité c'est ça leur objectif. Hein. Vous avez entendu comme moi, M. Le Chypre, le membre du directoire, le bras droit de M. Draghi qui dit il faut aller plus loin dans la flexibilité là. Hein. Il faut y aller plus, là. Il faut aller plus loin dans la mobilité, nous dit-il. Voilà, donc ils sont en train d'adapter notre pays à la mondialisation. Vous avez commencé à parler des start-up, plutôt que de maîtriser cette mondialisation pour préserver notre pays. Oui, mais on voit bien, par exemple, que sur tous les grands indicateurs de robotisation, de numérisation, les entreprises françaises, elles sont en retard par rapport à toutes leurs concurrentes européennes. Est-ce que, justement, l'idée de faire de la France un pays de start-up, ça vous paraît pas une bonne idée? Non, mais si c'est au détriment de l'agriculture, au détriment de l'industrie, au détriment de tout cela, je pense que c'est une véritable folie, encore une fois, qu'on soit dans la recherche et dans le développement. Je suis parfaitement d'accord avec ça. J'avais fait toute une série de propositions, d'ailleurs, pendant la présidentielle, pour aider à la recherche qui avait beaucoup baissé dans notre pays, hein, et au développement de cette puissance que peut être la technologie numérique. Mais pas au détriment d'autres secteurs de notre économie, qui sont des secteurs, encore une fois, essentiels à notre indépendance, à notre sécurité sanitaire, et puis à notre tissu économique, car quand demain nous n'aurons plus de grands fleurons français, on voit bien qu'il y a toute une série de PME et de TPE qui évidemment subiront les conséquences. Elles ont racheté beaucoup aussi d'entreprises à l'étranger, et ça vous paraît, c'est pas bien quand nos constructeurs automobiles rachètent à l'étranger, quand on rachète des banques en Italie. Oui, c'est très bien d'acheter à l'étranger. Ce qui serait bien, c'est aussi d'arrêter d'aller fabriquer à l'étranger. Vous voyez, parce que très honnêtement, si c'est pour avoir des entreprises dites françaises qui en réalité ont un capital pour grande partie étrangère, qui vont faire fabriquer à l'étranger pour vendre à l'étranger, je vois pas bien quel est l'intérêt. Moi, ce que je veux, c'est du travail pour les Français. Or, je vois que les Français continuent à être des millions à ne pas avoir d'emploi, qu'on les culpabilise, qu'on leur explique que c'est parce que... On les culpabilise pourquoi? Ah bon, on les culpabilise tout le temps, mais ça, c'est la vulgate ultralibérale qui consiste à dire c'est de votre faute. Ah mais oui, mais vous êtes au chômage parce que vous n'êtes pas assez mobile. Vous êtes au chômage parce que vous êtes mal formé. Vous êtes au chômage parce que vous ne travaillez pas assez, parce que vous ne travaillez pas assez longtemps. C'est toujours de la faute, encore une fois, des autres. Ces réformes sur la modification de l'assurance chômage, cette réforme de la formation professionnelle... Mais enfin, écoutez, essayons quand même, faisons preuve de bon sens. On ne peut pas dire on va régler le problème du chômage exclusivement avec le problème de la formation. Ça voudrait dire qu'il y a des millions d'emplois dans notre pays. On ne peut pas le régler sans se pencher sur la formation, vous êtes d'accord? Bien sûr, mais on ne peut pas appuyer comme ça sur la formation comme si c'était l'alpha et l'oméga de la lutte contre le chômage. Ça voudrait dire qu'il y a des millions d'emplois dans notre pays qui ne sont pas pourvus. Mais ça n'est pas vrai. Bah si, vous avez quand même une entreprise sur 3 qui vous dit qu'elle a du mal à recruter. Dans la construction, vous avez 9 entreprises sur 10 qui vous disent aujourd'hui qu'elles n'arrivent pas à recruter. Discutez avec votre boulanger, avec votre charcutier, il n'arrive pas à trouver des apprentis, non mais etc. D'accord, mais qu'il y ait un travail de formation à effectuer, notamment pour revenir, encore une fois, au bon sens qui consiste à dire que travailler avec ses mains, c'est éminemment valorisant. Or, on a dévalorisé le travail manuel pendant des décennies. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus de bouchers, qu'il n'y a plus de boulangers, qu'il n'y a plus tout ça. Très bien, mais ce ne sont pas des millions d'emplois. Ne nous racontons pas d'histoire. Surtout au moment où on refuse de remettre en cause la directive détachement des travailleurs. Donc vous savez très bien, Monsieur Le Chypre, qu'en réalité, elle aspire en France des gens qui viennent de l'étranger avec un coût
global qui est inférieur aux travailleurs français, ce qui crée les conditions, encore une fois, d'une préférence étrangère à l'emploi dans notre pays. Donc arrêtons, encore une fois, de prendre les Français, d'abord de les culpabiliser, deuxièmement, de les prendre pour des idiots. La réalité, c'est que le modèle économique, l'ultra-financiarisation de l'économie et le modèle économique de concurrence internationale déloyale est en train de ruiner notre capacité à créer de l'emploi. On a bien compris l'évolution de vos positions sur l'euro. Est-ce que, pour tenir compte, là encore, des leçons de la campagne présidentielle, vous allez faire des nouvelles propositions sur ce que vous appeliez le protectionnisme intelligent, ou est-ce que ça va rester un pilier fort de votre programme? Non, mais je pense que non seulement je vais faire des propositions, mais surtout je vais essayer de mettre en avant ce que nous pouvons faire d'ores et déjà, d'ailleurs. D'ores et déjà, nous pouvons demander à ce que les produits qui ne respectent pas les normes qui sont imposées par l'Union européenne arrêtent d'arriver sur les étals de nos marchés. Ça, on peut le faire. Hein. Voilà. Or, on ne le fait pas. Ça veut dire qu'on met consciencieusement en place une concurrence auquel nos producteurs de fruits, de légumes ne peuvent pas faire face. Ça, je ne sais pas, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut s'attarder sur cet échec majeur de l'Union européenne, cet échec dans les promesses de protection qui avaient été faites par l'Union européenne? Le CETA nous impose d'accepter l'importation de viande qui ne respecte aucune des normes que l'on impose à nos propres éleveurs. Est-ce que c'est normal? Non, ça n'est pas normal. Est-ce que le peuple français a son mot à dire? Réponse de l'Union européenne, non, vous n'avez pas votre mot à dire. Et nos dirigeants nous trahissent clairement en acceptant que le CETA... Sachant qu'il y a beaucoup de secteurs qui vont profiter aussi de l'ouverture des marchés canadiens. Mais ça, c'est ce qu'on nous vend à chaque fois. Sauf que la réalité, faisons le bilan aujourd'hui, ça n'est pas vrai. À chaque fois, nous sommes plus les victimes de ces accords de libre-échange que nous n'en sommes les bénéficiaires. Parce que si nous en étions les bénéficiaires, monsieur Le Chypre, personne ne viendrait râler. Tout le monde serait très heureux que ces accords de libre-échange existent. La réalité, c'est que ces accords de libre-échange, ils sont faits systématiquement au détriment de notre économie. Sur le CETA, Marine Le Pen, il y a eu des discussions, il y a eu des modifications, il y a des discussions en cours à l'initiative de la France. Elles ne sont pas suffisantes. Donc en fait, on discute après l'avoir imposé à la France. Donc on accepte... En l'occurrence, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne l'étaient pas avant. Non mais donc on accepte qu'il soit mis en œuvre de manière provisoire, ce qui est déjà un scandale. Car quand on est respectueux de la volonté du peuple... C'est pas exactement ce qu'on fait en l'occurrence. Ah bah si, c'est exactement ce qu'on fait. Si, le CETA s'applique de manière provisoire en attendant la ratification. Et puis ils supprimeront les ratifications. Vous voulez que je vous dise? Parce que l'Union européenne, elle fonctionne comme ça. Si vous dites non, alors ils ne vous poseront plus la question. Et ils envisagent déjà de supprimer les ratifications par toute une série de moyens juridiques. La Commission, évidemment, la Commission envisage d'appliquer en réalité ces accords de libre-échange sans même demander l'avis des parlements nationaux. Ben voilà, on se passe du peuple, c'est tellement plus facile comme ça. On n'est pas tout à fait là encore quand même. Si on en est quasiment déjà là, puisqu'encore une fois, cet accord s'applique de manière provisoire. N'importe quel gouvernement respectueux de la volonté du peuple aurait dit il n'est pas question que cet accord s'applique, avec toutes les conséquences très lourdes quand même, qui sont celles du CETA. Il n'est pas question que ça s'applique tant qu'évidemment le peuple français n'a pas exprimé sa volonté qu'il s'applique. Mais ils savent très bien que le peuple français est contre le CETA. Comme il est contre tous les accords de libre-échange qui leur ont été imposés et qui, encore une fois, atteignent de plein fouet tous nos secteurs économiques. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été l'invitée de cette première heure de BFM Politique. Merci à vous Emmanuel Le Chypre.